Chers téléspectateurs, je vais vous entretenir aujourd'hui d'une histoire lointaine dans le temps et dans l'espace, puisqu'il s'agit de la perte du Canada français. Nous célébrons cette année le 150e anniversaire de l'avènement du Canada au rang de Dominion de l'Empire britannique, donc l'anniversaire de son accession à la souveraineté, et c'est l'occasion de revenir sur une histoire dont la France a tout lieu d'être fière, étant donné les résultats qu'elle a obtenus outre-Atlantique, malgré les faibles moyens dont disposaient là-bas ses représentants. On connaît l'épopée française du Canada, les voyages de Jacques Cartier au XVIe siècle, les deux voyages qui lui permettent de remonter la vallée du Saint-Laurent, de reconnaître ce qui deviendra Québec et puis également Montréal. On connaît le rôle fondateur de Samuel de Champlain qui, au début du XVIIe siècle, va fonder la Nouvelle-France, qui a vocation à devenir une colonie de peuplement, mais qui malheureusement n'attirera pas suffisamment d'immigrants venus de métropole pour peser durablement en termes démographiques par rapport aux Anglais. En effet, les Anglais se sont installés sur les côtes orientales de l'Amérique du Nord, en Virginie, au Massachusetts, dans ces diverses colonies qui se soulèveront contre l'Angleterre au XVIIIe siècle et deviendront les États-Unis. Et là, le rapport des forces en termes démographiques va leur être extrêmement favorable, puisque la population de ces régions, au moment des événements que nous allons aborder, est 15 fois supérieure à la population française du Canada. Ces Anglais, ils ont des appétits certains sur le plan territorial. Certains vont chercher à faire du commerce des fourrures du côté de la baie d'Hudson. Ils s'intéressent bien sûr dans l'intérieur à la vallée de l'Ohio, affluent de la rive gauche du Mississippi, qui est une voie de pénétration évidemment précieuse vers l'intérieur. Alors les Français de Nouvelle-France, eux aussi, vont participer à la découverte des grands espaces nord-américains. Ce sont les frères La Vérendrye qui iront ainsi jusqu'aux Rocheuses. On verra Cavalier de la Salle descendre le Mississippi jusqu'au golfe du Mexique. Mais la question du rapport de force démographique pèsera toujours très lourd dans l'affrontement entre les deux communautés. Affrontement qui trouvera son aboutissement lors de la guerre qui va opposer la France et l'Angleterre, la guerre de 7 ans de 1756 à 1763. Au départ, avant même que cette guerre de 7 ans qui se déclenche en Europe en 1756 prenne toute son ampleur, la rivalité entre les colonies françaises et anglaises s'était déjà exacerbée à plusieurs reprises. Et à ce jeu-là, c'est l'Angleterre qui sortira victorieuse, d'abord parce que les dirigeants anglais mesureront l'importance de l'enjeu que représente cette Amérique du Nord. Ils consentiront un effort de guerre sans commune mesure avec celui qui sera consenti par les Français. Ils mettront en œuvre une stratégie beaucoup plus efficace, s'appuyant sur des effectifs très supérieurs. Également, ce qui sera évidemment déterminant, eh bien, c'est la supériorité navale britannique, avec une flotte britannique 4 fois supérieure à la flotte française. Dans ces conditions, il était évidemment très, très difficile pour la France d'opposer une résistance durable aux ambitions britanniques en Amérique du Nord. Les Anglais, avec ténacité et lucidité, poursuivront donc leur effort dans la durée. Certains le reprocheront même à William Pitt, considérant que tout cela coûte beaucoup trop cher, mais au final, eh bien, ils sortiront vainqueurs de cet affrontement au sommet entre France et Angleterre au cours du XVIIIe siècle.
Alors, nous l'avons dit au départ, il s'agit de lutte coloniale qui oppose les colons anglais d'Amérique du Nord aux colons français du Canada. Déjà pendant la guerre de succession d'Autriche, au milieu du XVIIIe siècle, où la France et l'Angleterre se sont affrontés, eh bien, les Anglais ont cherché à s'emparer de Louisbourg, position française qui commandait l'accès au Saint-Laurent, mal défendu d'ailleurs par le gouverneur Bigot, qui avait en grande partie dilapidé les moyens qu'on lui avait attribués pour mettre en défense la position. La flotte anglaise de l'amiral Warren, malgré la résistance héroïque du Vigilant, navire français qui lui fait face, n'aura pas grand mal à obtenir en juin 1745 la capitulation de Louisbourg. Cela ouvre aux Anglais la voie du Saint-Laurent. Ça peut apparaître extrêmement dangereux, inquiétant, mais 1745, c'est aussi l'année de la magnifique victoire remportée à Fontenoy par les armées françaises, qui va décider finalement de la conclusion de la paix. Et la paix d'Aix-la-Chapelle va nous ramener au statu quo qui prévalait après la paix d'Utrecht de 1713, ce qui fait que les Français vont sauver Louisbourg et leurs possessions canadiennes à ce moment. Cela dit, des problèmes demeurent. La question des frontières de l'Acadie n'est pas véritablement réglée. Cela aura pour conséquence, d'ailleurs, ce que l'on a appelé le grand dérangement. Les Anglais vont déporter purement et simplement la population française d'Acadie, déporter ces populations vers la Louisiane, ils deviendront les Cajuns, vers la Nouvelle-Angleterre également. Un grand dérangement qui s'opère dans des conditions particulièrement difficiles, avec 50% de mortalité parmi les déportés. Alors il y a cette question de l'Acadie, il y a aussi la question de la vallée de l'Ohio, à partir des colonies anglaises de la côte est de l'Amérique du Nord. Pénétrer dans l'intérieur, c'est gagner effectivement cette vallée de l'Ohio, ou bien vous avez également les Français du Canada qui arrivent également venant du Nord. Chacun des deux camps cherchant à s'associer, les tribus indiennes de la région, les Anglais, principalement les Iroquois et les Miamis, les Français jouant la carte des Algonquins. Le débat reste extrêmement vif entre les deux adversaires, puisque en 1748, on cherche de part et d'autre à s'emparer de la région entre l'Ohio et puis la Monongahela, un affluent du fleuve, ce que les Français appellent la rivière Malangueule. C'est l'objet d'un affrontement récurrent entre les deux camps. Au Canada, en Nouvelle-France, le gouverneur Duquesne, qui a succédé au gouverneur Beauharnais, va mettre en place toute une ligne de forts autour des Grands Lacs, en particulier le fort Duquesne, qui sera à l'origine de Pittsburgh, au confluent d'ailleurs entre l'Ohio et la Malangueule. Et puis les dirigeants français de Nouvelle-France vont également encourager des alliances avec les populations indiennes. Ce n'est pas évidemment supportable pour les Anglais, et le gouverneur Dinwiddie va envoyer face au fort Duquesne le jeune George Washington, que nous retrouverons plus tard évidemment, pour fonder le fort Necessity, ce qui va être l'occasion d'un incident que les Américains préfèrent oublier aujourd'hui. Le chevalier de Jumonville, officier français, est envoyé pour négocier avec Washington, avec une trentaine d'hommes. Ce sont des parlementaires, mais les colons anglais, anglo-américains, vont leur tendre une embuscade et massacrer cette ambassade. Moyennant quoi, en 1754, Washington sera vaincu par les forces françaises et obligé de capituler. La tendance, on le voit, est un affrontement particulièrement vigoureux
rigoureux entre les deux camps, ce qui explique l'envoi de renforts français et anglais vers l'Amérique du Nord, sachant que les renforts anglais sont beaucoup plus conséquents. William Pitt décide même l'interception des navires français dans l'Atlantique, des navires français en route vers l'Amérique du Nord. C'est ce qui se passe en juin 1755. L'amiral Boscawen va intercepter et arraisonner 2 navires français en pleine paix. La guerre est de fait ouverte, alors qu'elle ne démarrera que l'année suivante en Europe, en 1756, première année de la guerre de 7 ans. Les miliciens américains vont attaquer le fort Niagara. Le William Johnson, l'américain, établit fort William Henry. Donc les Anglo-américains prennent l'initiative contre les territoires français du Québec, dans la région du lac du Saint-Sacrement. Mais les Français, les Franco-Canadiens, établissent eux le fort Carillon pour riposter à cette initiative. Nous sommes là au sud du lac Champlain. Les Américains vont attaquer fort Duquesne, avec toujours Washington et puis un général Braddock, mais la victoire française est complète et Braddock est même tué au cours de cette bataille. C'est la victoire de la Malengueule. Alors les Anglais, de Boston, les Virginiens, réclament des renforts à la métropole, des renforts qui vont arriver puisque Pitt leur expédie pas moins de 20 000 hommes. L'Angleterre disposant également, c'est toujours essentiel, de la maîtrise de la mer. Le rapport des forces est donc favorable aux Britanniques. Dans le camp franco-canadien, 3 000 hommes venus de métropole, 14 000 miliciens seulement, plus des alliances avec certaines tribus. Mais en revanche, des chefs de toute première qualité, Pierre de Rigaud, marquis de Vaudreuil, est gouverneur de la Nouvelle-France, et il a, pour commander les forces militaires à sa disposition, depuis 1756, un commandant en chef, Louis de Montcalm de Saint-Véran, dont le nom reste attaché à l'aventure canadienne de la France. Montcalm qui dispose aussi d'officiers de toute première qualité, le chevalier Gaston de Lévis par exemple, et puis un certain Louis-Antoine de Bougainville qui accédera à la célébrité quelques années plus tard quand il réalisera la première circumnavigation du globe réalisée par un Français. Alors des problèmes quand même dans le camp français, des problèmes entre les officiers métropolitains et puis la population canadienne des colons, des problèmes qui sont un petit peu comparables à ceux qui apparaîtront plus tard entre les colons anglais et leur métropole. Mais en attendant, le temps est à la guerre. Gaston de Lévis va s'emparer de 2 forts anglais, le fort George et le fort Schwagen. Et puis, en 1756, la rive sud du lac Ontario va être ainsi dégagée de la présence anglaise. Montcalm, en 57, va s'emparer pour sa part du fort William Henry, beau succès également, ce qui lui permet de barrer la vallée de l'Hudson, l'Hudson River, qui arrive à New York, et de faire peser ainsi sur New York, l'ancienne New Amsterdam, une menace directe. Alors évidemment, les Anglais s'affolent, ils vont concentrer 18 000 hommes aux ordres du général Abercrombie, alors que Montcalm n'en a que 4 000. Et en juillet 1758, les Anglais vont s'attaquer au fort Carillon, qui a été établi par les Français quelque temps auparavant, 7 heures de combat, à l'issue desquelles les Anglais sont contraints de battre en retraite. Un succès français, mais faute d'effectifs suffisants, Montcalm ne peut pas l'exploiter, il ne peut pas engager la poursuite de l'adversaire. Les Anglais assiègent également Louisbourg, comme ils l'avaient fait pendant la guerre de succession d'Autriche, avec des moyens considérables. 14 000 hommes à terre, plus la flotte de l'amiral Boscawen, ce qui fait qu'en juillet 1758, Louisbourg est finalement obligé de se
rendre. En août, c'est le tour de Fort Frontenac qui va capituler. Puis en novembre, c'est le tour de Fort Duquesne qui va devenir Pittsburgh, comme je l'expliquais tout à l'heure. À ce moment, la situation paraît extrêmement difficile. La vallée de l'Ohio, pour la tenir, les Français n'ont en tout que 700 hommes, ce qui est évidemment peu de choses par rapport à l'adversaire. On envoie Bougainville à Versailles pour réclamer des renforts. Alors, c'est sans doute un propos apocryphe. On lui a répondu qu'on ne se préoccupe pas des écuries quand le feu est à la maison. Nous sommes en pleine guerre de 7 ans. Les Français ont été battus à Rosbach, en Europe. Toujours est-il qu'il n'y a pas grand-chose à attendre. Il y a, en tout et pour tout, 600 soldats sont envoyés en renfort au Canada. Le fait que l'on nomme Montcalm lieutenant général est évidemment une mince consolation, étant donné la situation générale. Louisbourg va finalement tomber, c'est la porte du Saint-Laurent qui est ouverte. Cela dit, les Anglais ont déjà échoué à 2 reprises devant Québec, où les volontaires se mobilisent. Rien ne paraît complètement joué, mais les moyens anglais sont considérables. La flotte de l'amiral Saunders remonte le Saint-Laurent pour débarquer l'armée du général Wolfe. Une flotte d'ailleurs au passage où se trouve comme officier James Cook, le futur explorateur du Pacifique. 9000 soldats sont débarqués dans l'île d'Orléans face à Québec avec de l'artillerie. La ville va être bombardée pendant 48 jours. Une première attaque anglaise est repoussée à la fin juillet, mais les Anglais vont remettre cela en septembre, le 19 septembre, et un nouvel effort. Et là, jouant de la surprise, ils vont réussir à débarquer sur la rive gauche du Saint-Laurent. Montcalm arrive immédiatement pour les repousser sur le plateau d'Abraham ou les plaines d'Abraham, mais il arrive peut-être un peu trop vite sans attendre les 2000 hommes que devait lui amener Bougainville. Alors l'élan français est là, certes, mais du côté anglais, on a des troupes aguerries, disciplinées, avec notamment une discipline de feu remarquable. Le combat s'engage, Wolfe est tué, mais Montcalm est également tué, et Vaudreuil, le gouverneur, décide le repli sur Québec, qui va finalement capituler le 8 septembre. Et le général anglais Murray peut entrer dans la ville à ce moment. Gaston de Lévis ne s'estime pas vaincu, il prend le commandement après la mort de Montcalm, se replie sur Montréal, mais le rapport de force est trop défavorable aux Français. Le fort Niagara a été pris. Montréal va résister pendant l'hiver parce que le Saint-Laurent est pris par les glaces, ce qui paralyse les mouvements adverses, un hiver particulièrement rude. Mais finalement, en 1760, un an après la défaite des plaines d'Abraham, Montréal doit capituler à son tour. Les territoires français d'Amérique du Nord sont donc à ce moment perdus, ce qui sera sanctionné, confirmé par le traité de Paris en 1763. La France perdait ce que certains considéraient avec mépris comme les arpents de neige du Canada. En fait, il s'agissait pour l'Angleterre d'un succès, d'une victoire géopolitique de très grande importance pour la suite. Vous savez que j'aime les personnages d'exception, mais cette fois-ci, je crois que c'est le plus beau personnage dont je vous ai jamais raconté la vie. Elle s'appelle Leila Agondokov, plus connue sous le nom de la comtesse du Luar. Et cette merveilleuse femme était une tcherkesse, une circassienne, comme l'écrira Guillemette de Sérigné dans son très bon livre que je vous recommande aux éditions Robert Laffont. C'est publié en 2011, La circassienne. Alors, Leila Agondokov, elle est née dans une famille de militaires. Son père est général, Constantin. Il dirige des Cosaques, il est gouverneur militaire d'Extrême-Orient et commandant en chef
chef des forces d'Extrême-Orient. C'est un personnage haut en couleur, c'est vraiment le cosaque tel qu'on l'imagine, avec les moustaches, les colères homériques, et un système de famille très clanique. Hein. C'est lui le patron, il n'y a pas de problème. Les 7 enfants suivent, sa femme aussi, et c'est vraiment une ambiance très, très chaleureuse, une famille très unie, même s'ils vont affronter vous allez voir, des soubresauts de l'histoire. Alors, elle est née sous plusieurs noms. Déjà, le mystère commence pour cette comtesse du Luard. Son premier nom, c'est Ala, qui est H-A-L-A, mais elle va être appelée El Miskan, et pendant toute la première partie de sa vie, elle va se faire appeler Gali. Après, ça va se compliquer, parce que quand elle va devenir française, elle se fera appeler Irène, pour être baptisée dans une autre religion. Et puis, elle finira par choisir Leïla, ce qui veut dire la nuit, donc Leïla Agandokov. Mais la comtesse du Luard, donc je vais l'appeler Gali pour le moment. Née en 1898 à Saint-Pétersbourg, mais très vite elle va passer son enfance dans les steppes de Sibérie, parce que Constantin, le père, emmène sa tribu pendant qu'il supervise la construction du train qui va jusqu'en Chine. Donc la Sibérie, la Mandchourie, la Chine, elle connaît dès son plus jeune âge, et c'est une enfance sensationnelle. Vous imaginez la liberté, elle monte à cheval, elle a une très très grande liberté. Quand elle a une dizaine d'années, sa mère se dit non, quand même les filles, parce qu'elle n'est que le numéro 2 sur 7, il faut qu'elles aient une bonne éducation. Donc on les envoie à l'Institut impérial Smolny, qui est un peu l'équivalent de la maison de la Légion d'honneur que nous connaissons. Alors évidemment, c'est moins drôle. Mais heureusement, le père étant de nouveau nommé aux confins de l'Empire, la maman décide d'emmener ses 7 enfants, enfin elle accouchera du 7e d'ailleurs à Paris. Elle s'installe à Paris, et donc la petite Gali découvre Paris, apprend le français, et ça lui servira plus tard. Et puis c'est la guerre. Alors la guerre, là, c'est plongée dans l'horreur. Comme toutes les jeunes filles de bonne famille, elle va devenir infirmière volontaire, et elle apprend déjà à se familiariser avec les choses médicales, avec la souffrance, avec des spectacles terribles. Il paraît que la première fois qu'elle a vu un blessé hurler et être amputé, elle est allée vomir dans la cour tellement c'était dur, mais dès 1 heure plus tard, elle était fidèle au poste, et elle le sera toujours. Et elle va rencontrer là un beau capitaine, le capitaine Bajnov, Nicolas Bajnov, qui a eu quasiment une partie de la calotte crânienne arrachée. Et il est mourant, il est perdu, on voit le cerveau sur son crâne, et les médecins ne peuvent pas grand-chose, on le laisse dans un coin, on dit des prières et on le laisse mourir en paix. Puis le lendemain, il est toujours vivant. Donc il va quand même être opéré, être soigné, on fait ce qu'on peut, hein. On est à la fin de la guerre de 14, qu'est-ce qu'on peut faire pour une trépanation comme ça? Et il va se remettre, et son infirmière préférée, bien sûr, ça sera Gali. Tellement préférée qu'une fois qu'il sera bien remis, elle va s'enfuir avec lui, parce que c'est une rebelle, Gali. Et elle n'aurait pas forcément eu la permission d'épouser ce beau capitaine, elle s'enfuit avec lui. Et dans la foulée, elle est enceinte, elle ne fait pas les choses à moitié. On va les marier très vite et très discrètement. Le père n'est pas là, il paraît qu'il a piqué une colère terrible, mais en même temps c'est un héros, le capitaine Bajnov. Et la révolution éclate. Avec ce jeune couple, lui quand même secoué par sa blessure, ils vivent à Saint-Pétersbourg dans un meublé très discret, et ils essayent de survivre comme ils peuvent, parce que c'est pas facile, et ils vont vivre la terreur rouge en direct. Lui va quitter sa femme pour rejoindre les troupes blanches, et elle va aller accoucher chez ses parents dans le sud du pays. Une fois que le petit Nicolas est né, elle n'a qu'une envie, c'est de retrouver son mari. Et pour ça, elle va faire un périple absolument extraordinaire. Vous avez sûrement vu le film Docteur Zhivago, avec ce train, vous savez, qui traverse la Sibérie, arrêté sans arrêt par les rouges, où on a froid, ou trop chaud, où on est en danger en permanence. Elle va vivre tout ça avec son nourrisson dans les bras. Et elle est incroyable. Quand le train est arrêté 3 semaines, parce qu'il y a des brigands, parce que pour 1000 raisons, pendant 3 semaines, dans un village, elle va apprendre à broder avec les femmes du village. Elle est débrouillarde. Elle finit par retrouver son mari. Ils partent en Chine, et là aussi, elle est débrouillarde. Elle, qui aurait dû être une jeune femme de bonne famille, elle apprend à tout faire elle-même. Et toujours avec classe, même si
presque rien à manger, il y aura des fleurs sur la table et un joli châle en dentelle et toujours le bébé dans les bras. Ils finissent par atterrir à Shanghai et là c'est une autre vie beaucoup plus facile, enfin facile. Elle va avoir une vie un peu plus facile parce qu'elle est tellement belle et elle a tellement d'allure et de classe qu'elle va devenir mannequin pour Chanel à Shanghai. Et le mari en prend au ombrage. Lui, il est resté dans la nostalgie de la Russie éternelle. Elle veut aller de l'avant. Il n'y a que ça qui la pousse. Elle a un goût de vivre et une énergie incroyable. Donc ils vont se séparer et elle décide d'aller en France puisque Chanel, c'est en France. Comme il n'y a pas de bateau qui va vers la France, elle dit c'est pas grave, je vais faire le tour du monde. Elle passe par les États-Unis. Alors il lui arrive mais l'aventure que j'ai pas le temps de vous raconter. Elle finira effectivement étant passée vraiment par le canal de Panama et tout ça, faire quasiment le tour du monde. Elle arrive en France, redevient mannequin chez Chanel. Elle fait vivre sa famille qui est revenue, Constantin, les frères, les sœurs. Elle va porter tout le monde. Elle va ouvrir des boutiques de mode et elle va rencontrer le comte de Luard, Ladislas de Luard, qui est un très bel homme, très chic, très bonne famille, riche. Elle mettra 6 ans à le convaincre de l'épouser parce que les beaux-parents trouvent que quand même elle est divorcée, elle a 2 ans de plus, elle a un enfant, elle est orthodoxe, tout ça, ça fait un peu désordre, mais ils finiront par se marier et elle fera une très très belle comtesse du Luard. Mais elle ne va pas s'arrêter là. Elle pourrait être juste une jolie femme qui passe de défilé de mode en soirée à l'opéra. Non. Elle a une idée, elle veut créer des antennes chirurgicales mobiles. Et ça tombe bien, c'est la guerre d'Espagne. Donc elle va faire ses armes là-bas, elle va elle-même conduire la première ambulance. Alors Ladislas y suit un peu, il est obligé de suivre. Enfin, d'abord il est très amoureux d'elle, et puis il l'admire, et puis on n'arrête pas celle qui est devenue Leïla. Elle fait ses armes donc pendant la guerre d'Espagne. Quand c'est la guerre de 40, elle fait la campagne de France, et elle finit par être en Afrique du Nord, en Algérie, avec une 40aine de véhicules mobiles. Et c'est extraordinaire. Comme elle est très débrouillarde, elle a obtenu des financements américains, elle a fait plusieurs fois l'aller-retour à New York pour obtenir de l'argent, donc elle va avoir une équipe qu'on n'a jamais vue ailleurs. Les médecins sont militaires, les infirmières aussi, mais il y a beaucoup plus de confort et d'avancées techniques que dans l'armée française. Donc, par exemple, ces antennes chirurgicales vont être spécialisées pour le tri des blessés, tout de suite, le tri, le déchocage, tout de suite sur place. Après, elle répartira les blessés, les thorax, les têtes, les ventres, les transfusions. Et elle va sauver avec son équipe d'innombrables blessés. Ça va être vraiment merveilleux et elle va en particulier faire toute la campagne de Tunisie. Et bien malgré le sable, malgré tout ce qui peut se passer, elle associe un certain chic. Les infirmières sont toujours impeccables, les uniformes blancs, immaculés. Le soir, elle a récupéré un piano, on chante, et il y a une ambiance extraordinaire. Elle est capable de faire des milliers de kilomètres en conduisant, de changer des roues, d'organiser. Là, elle n'est plus infirmière, elle organise, et Dieu sait qu'il faut organiser. Toute la campagne d'Italie, ça va être terrible, en particulier à côté de Mont Cassino. Là, ça sera le froid, la boue, c'est pareil, elle tient bon. Personne ne l'arrête, Leïla. Alors, bon, s'il y en a une qui aimerait bien l'arrêter, c'est la générale Catroux, qui avait déjà persécuté Suzanne Travers, mais elle va se casser les dents sur Leïla, parce que personne n'arrête Leïla. Elle va terminer la guerre très brillamment. Elle est commandeur de la Légion d'honneur, elle est Grand Croix de l'Ordre du Mérite, elle va défiler sur les Champs-Élysées le 14 juillet 1945. Après la fin de sa vie, ça sera la Légion. Elle va être marraine du 1er régiment étranger de cavalerie. Et ça, je laisserai le général en parler un petit peu plus tard. Elle connaîtra un immense chagrin, c'est la mort de son fils qu'elle a adoré. C'était vraiment son grand, grand amour. Et Nicolas va mourir en 1954 d'une tumeur au cerveau. Là encore, le cerveau, et puis elle va perdre son mari plus tard. Tout ça ne l'arrête pas. Et lors de son enterrement aux Invalides, le général de Galbert, l'archange, dont je vous ai parlé pendant les cadets de Saumur, dira « Vous êtes la fille généreuse et ardente des seigneurs du Caucase, le secours des blessés de tous nos combats, la grande dame de la Légion étrangère. » Bravo, Madame la comtesse du Luard.
Alors, j'ai le plaisir, chers téléspectateurs, de recevoir aujourd'hui Jean-Claude Rollinat, parce que nous allons parler avec lui d'un sujet qu'il connaît bien, à savoir l'histoire du Canada. Comme je l'ai évoqué récemment, j'ai parlé de la fin du Canada français, de l'épopée des Montcalm et autres Vaudreuil, mais à l'occasion du 150e anniversaire de la naissance du Canada souverain, en 1867, eh bien nous allons voir ce qu'a été ensuite l'histoire de ce pays, et en particulier l'histoire de la minorité francophone du Québec, où s'est développé tout un mouvement indépendantiste significatif, et puis voir où en est la situation aujourd'hui, une situation qui, je crois, n'est pas spécialement encourageante. Alors Jean-Claude Rollinat, en fait, a publié un ouvrage qui s'appelle Le Canada français, de Jacques Cartier au génocide tranquille. Vous voyez, le sous-titre est tout un programme en lui-même. J'ajoute que c'est un ouvrage qu'il a réalisé en collaboration avec Rémy Tremblay. Jean-Claude Rollinat nous a déjà donné des biographies tout à fait originales de Rowan Perron et de Ian Smith, et puis également un ouvrage paru aux éditions de la Synthèse nationale, La Hongrie sentinelle de l'Europe. Alors, Jean-Claude Rollinat, le Canada, pour nous Français, effectivement, ce sont les fameux arpents de neige que méprisait Voltaire. C'est un immense territoire que les Français ont perdu, faute d'avoir mis les moyens nécessaires pour tenter simplement de le conserver, face à un adversaire anglais qui, lui, avait particulièrement bien mesuré les enjeux que représentait cet immense territoire, des Anglais qui se sont donné les moyens sur le plan militaire et sur le plan naval, bien sûr, de l'emporter contre les Français au cours de cette longue rivalité pour la prépondérance qui commence en fait sous Louis XIV et qui se terminera en fait à Waterloo en 1815. Alors, le Canada, c'est une affaire terminée pour les Français avec le traité de Paris de 1763 qui met fin à la guerre de 7 ans. Comment à ce moment-là se passent les choses? On pouvait tout craindre parce qu'on sait comment les Anglais s'étaient comportés avec les Français d'Acadie quelques années auparavant. C'est le grand dérangement, la grande déportation des Français d'Acadie. Comment se passent les choses au lendemain du traité de Paris, sachant qu'il y a toujours en Nouvelle-France, dans ce qui était la Nouvelle-France, 60 000 colons, une administration, des prélats, un évêque qui encadre cette population francophone. Alors il s'est passé plein de choses parce qu'on sait qu'aujourd'hui ces 60 000 de 1763, ils sont devenus 7-8 millions aujourd'hui. Exact. Alors, vous avez effectivement souligné à juste titre que les Anglais se sont donné les moyens. Ils se sont donné aussi un moyen supplémentaire, c'est le peuplement de cette colonie. Très rapidement, les 60 000 colons français ont été le chiffre a été rejoint et largement dépassé par les colons en provenance du Royaume-Uni. Et puis des colonies anglaises d'Amérique, je pense. Alors, j'imagine aussi. Plus tard, lorsque la Révolution américaine prendra son essor, voilà. 30 à 40 000 colons anglais qui refusaient l'indépendance des futurs États-Unis sont venus s'installer à ce qu'on appelait à leur époque le Canada. Alors la Nouvelle-France, bien entendu, vous l'avez souligné. Les loyalistes, ceux qu'on a appelés les loyalistes. Donc, alors la Nouvelle-France, vous l'avez souligné. Et tout d'abord, il y a eu un avertissement sévère avec la perte de l'Acadie. L'Acadie, c'est quoi? C'est aujourd'hui une partie du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse, de l'île du Prince-Édouard, et accessoirement Terre-Neuve. Bon, c'est ce qu'on appelait l'Acadie. Et ces gens-là n'étaient pas très nombreux, ils étaient beaucoup moins nombreux que les colons installés au futur Québec, mais il n'empêche que, contrairement à ce qui va se passer de relativement favorable, entre guillemets, pour les colons québécois, eux vont être victimes, vous l'avez dit, du grand dérangement, c'est-à-dire une infâme déportation qui a conduit ces pauvres Acadiens à fuir et à traverser les Appalaches et aller venir terminer leur carrière et se réfugier dans les bayous de Louisiane, ce qui fait qu'il y a encore aujourd'hui dans l'État de Louisiane 300 à 400 000 locuteurs, je dois le dire, l'ayant vérifié d'un très mauvais français.
Or, vous le dites, nous avons perdu le Canada parce que Louis XV, comme un certain Charles de Gaulle dans le futur, aura sans doute estimé qu'il fallait brader les empires. D'ailleurs, Louis XV n'a pas aidé non plus M. Dupleix aux Indes, c'est le moins qu'on puisse dire. Et donc, Louis XV ne s'intéresse plus au Canada, et le Canada passe sous la souveraineté britannique. Alors, les Britanniques, objectivement, je suis obligé de le constater, sont plus intelligents que les Français dans leur colonisation. Peut-être plus pragmatiques d'ailleurs. Dans beaucoup de colonies, ils ont pratiqué le gouvernement indirect. Tout à fait le contraire de ce que la République, la troisième, a fait, qui voulait l'assimilation. Eux, ils ne veulent pas de ça. Et ils ne veulent pas assimiler les colons québécois qui sont français. Alors ils leur laissent le droit coutumier et surtout, ils leur laissent pratiquer leur religion, la religion catholique, sous réserve qu'ils prêtent serment de fidélité au roi d'Angleterre. Ils auront, objectivement, constatons-le, un sort plus favorable que le million de pieds noirs et de harkis qui sera obligé de fuir dans la détresse en 1962. Là, en 1765, lorsque les Britanniques contrôlent la totalité de cette province, ils ne déportent pas les populations, contrairement aux Acadiens. Voilà. Alors, comment ça se passe ? Vous avez un gouverneur britannique, bien entendu, qui prend les choses en main, et les colons français continuent de vivre leur vie d'agriculteurs, de bûcherons, de charpentiers, de coureurs des bois, parce que nous verrons peut-être plus tard que ces fameux coureurs des bois ont essaimé et qu'ils ont été vers l'ouest, au Manitoba notamment, et au Saskatchewan, pour fonder des îlots francophones, en se mélangeant notamment, ce que ne faisaient pas les Anglais, aux Indiens. Voilà. Et alors les Indiens, il faut bien le dire, j'ouvre une petite parenthèse pour les amis qui aiment le cinéma. Nous avons eu évidemment l'adaptation au cinéma du fameux roman de Fenimore Cooper, Le Dernier des Mohicans. Et dans Le Dernier des Mohicans, évidemment, les méchants Indiens sont les Hurons et les héros sont les Iroquois. Eh bien, il faut inverser la lecture. Pour nous, Français et francophones, les bons Indiens étaient les Hurons qui soutenaient les troupes royales françaises et M. Montcalm. M. Montcalm, il faut le rappeler, et je le rappelle encore, évidemment, a trouvé la mort le même jour, coïncidence incroyable, le même jour que le général Wolfe dans les plaines d'Abraham, qui sont aujourd'hui inclus dans la ville de Québec. Voilà, nous en sommes là, et ce Canada va évoluer lentement vers un nouveau découpage décidé par la couronne. En 1791, on crée une province du Haut-Canada, qui correspond grosso modo à l'Ontario, et on va, si vous voulez, créer institutionnaliser le Bas-Canada, qui est en gros le Québec, le Labrador, et les futures provinces maritimes. À l'époque, il y a déjà quand même 160 000 francophones. Parce qu'il y a une démographie extraordinaire qui s'explique sans doute par une foi catholique intégrale, alors que les colons français ne favorisent, ne bénéficient d'aucun renfort venant de la métropole. C'est terminé. Aucun colon français ne peut venir s'installer. En revanche, les colons britanniques arrivent massivement. Ce qui fait que progressivement, le Canada va être dominé par une population originaire d'Angleterre, d'Écosse, de Cornouailles, d'Irlande du Nord, j'en passe et des meilleurs. Une population essentiellement britannique. Et ce Canada français va émerger quand même un certain nombre de consciences francophones qui vont s'orienter vers plus de liberté, des revendications autonomistes. Et nous avons notamment Monsieur Louis-Joseph Papineau, qui va être le leader d'un Canada francophone bien timide, en étant président de l'Assemblée législative, le Conseil législatif qui se met en place. Je le disais tout à l'heure. Conseil législatif pour la partie francophone. Pour la partie du Bas-Canada. Du Bas-Canada, et symétriquement, les Anglais créent évidemment un conseil pour le Haut-Canada, la partie anglophone. Et vous voyez, c'est la différence que je soulignais tout à l'heure entre l'esprit, disons, intégrateur de la République française et l'esprit plutôt décentralisateur et fédéraliste des options britanniques. Et M. Papineau va être le premier grand francophone qu'on va conserver dans l'histoire comme étant le porte-parole des intérêts des
francophone du Canada. Mais ça ne suffit pas. Les Anglais, évidemment, sont dominants et il va y avoir une volonté séparatiste, une volonté indépendantiste qui va se manifester en 1837, la période que l'on appelle la révolte des patriotes. Alors effectivement, ce sont des Canadiens français vivant au Québec qui vont prendre les armes contre la puissance britannique. Ça va mal se terminer car le rapport des forces est totalement défavorable et ces gens-là vont être ou pendus, ou fusillés, ou exilés, et ils vont passer la frontière des États-Unis pour y chercher protection. Pendant un certain temps, ils vont créer des groupes mobiles qui s'appellent les Frères de la Forêt. D'ailleurs, c'est très curieux, les Frères de la Forêt, c'est le même nom que les partisans lituaniens prenaient pour résister aux Soviétiques. Enfin, c'est un petit clin d'œil, ça n'a rien à voir. Donc, ce Canada a un nouveau gouverneur qui s'appelle Monsieur Lord Durham, et lui, il a constaté quand même que s'il existait un Canada uni, il y avait deux nations en guerre dans le même État. Et ça, ce ne sont pas les francophones qui le disent, c'est le gouverneur anglais. Alors, les Anglais vont quand même pratiquer toujours ce qu'ils font un peu partout. Ils l'ont fait en Nouvelle-Zélande, en Australie. Et ils vont créer un Dominion du Canada, c'est-à-dire un gouvernement indirect. On nomme un gouverneur général qui a les prérogatives, disons, régaliennes, mais au niveau de l'intendance, comme aurait dit un certain général, au niveau de l'intendance, eh bien, on laisse la main aux autochtones. Et il va y avoir cette fameuse confédération canadienne dont nous fêtons le 150e anniversaire. Quand je dis fêter, en ce qui nous concerne, on pourra utiliser le terme de commémorer, ça sera largement suffisant. Le 1er juillet 1867 est proclamée la Confédération donc, du Canada. Et elle est constituée, et c'est là où on voit la dissymétrie entre les deux, puisqu'il y a deux peuples fondateurs, théoriquement, le peuple canadien-français et le peuple canadien-britannique. Mais on va voir que le rapport de force va terriblement évoluer. Dans le cadre de les mêmes institutions, il est évident que les Canadiens français, étant moins nombreux, auront moins la parole au Parlement. Alors, comment ça se passe ? Eh bien, on institutionnalise effectivement les provinces du Canada, c'est-à-dire sensiblement le même système qu'aujourd'hui. Il va y avoir la province du Bas-Canada qui devient la province du Québec, il va y avoir la province du Haut-Canada qui devient l'Ontario, et puis là on crée ce qu'on appelle les provinces maritimes, alors l'île du Prince-Édouard, le Nouveau-Brunswick où il y a une très forte minorité francophone, un tiers de la population aujourd'hui, la Nouvelle-Écosse, et accessoirement il y aura Terre-Neuve qui rejoindra après la Deuxième Guerre mondiale la Fédération canadienne. Et ce n'est que plus tard que sont constitués le Manitoba, le Saskatchewan, l'Alberta, parallèlement, les grandes provinces de l'Ouest. Tout à fait. Parallèlement à la conquête de l'Ouest par les États-Unis, c'est-à-dire l'idéal c'est d'aller de from coast to coast, d'aller de la côte atlantique à la côte pacifique. Le Canada aussi, lui, va entreprendre cette colonisation en marche. N'est-ce pas, dirait quelqu'un, en marche vers l'ouest. Et là, évidemment, il y a la construction du chemin de fer, le transcontinental. Et effectivement, vous l'avez souligné à l'instant, on va créer des nouvelles provinces. Et en créant des nouvelles provinces, évidemment, on donne de nouveaux droits au Parlement canadien, à de nouvelles provinces, de nouveaux sièges, de nouveaux députés, qui sont bien entendu majoritairement anglophones. Et là, j'ai évoqué tout à l'heure la révolte des bois brûlés. J'ai esquissé ces populations de coureurs des bois et qui avaient fondé les familles, alors notamment dans la province du Manitoba, et ils ont un leader qui s'appelle Louis Riel, et ces coureurs des bois qui ont épousé des femmes indiennes et qui ont donc des enfants, etc., qui constituent une nouvelle population légèrement métissée, ils vont se soulever progressivement, et ils vont même en 1870 créer un gouvernement dans la nouvelle province du Saskatchewan, qui est à côté du Manitoba, et ils vont créer ce gouvernement à Batoche. Mais seulement les Anglais ne vont pas accepter cette sécession, cette partition, et ils vont envoyer le général Middleton avec 8000 soldats, notamment les fameuses Red Jackets, les fameuses tuniques rouges, qui vont écraser ces rebelles. Et Louis Riel, évidemment, sera jugé à Regina, qui est
la grande ville du Saskatchewan. de l'Alberta, pardon. L'Alberta. Et c'est le quartier général de la Royal Canadian Mounted Police, les fameux. Voilà. On appelle ça aussi la GRC, Gendarmerie Royale Canadienne. Enfin, ça, c'est pour faire bien. Et M. Riel va être pendu haut et court le 16 novembre 1885. Ouverture, fenêtre dans l'histoire du Canada en 1887, premier ministre francophone, M. Wilfrid Laurier, qui devient donc le chef du cabinet, et vont s'alterner après effectivement des premiers ministres britanniques et des premiers ministres, anglophones, pardon, et des premiers ministres francophones, et vont alterner effectivement le Parti libéral du Canada et le Parti conservateur canadien, bon, ça représente la division politique jusqu'à nos jours, jusqu'à l'émergence d'un courant nationaliste, autonomiste, séparatiste canadien francophone. Alors, il y a quand même une petite parenthèse que j'aimerais ouvrir. Lors de la Première Guerre mondiale, comme lors de la Deuxième Guerre mondiale, vous savez que le Canada étant un dominion, il devait donner à la mère patrie lointaine de la chair à canon, et nous avons eu ce qu'on a appelé les révoltes anti-conscription, notamment en 14-18, et la Deuxième Guerre mondiale 20 ans après, un fort mouvement de population pour s'insurger contre l'enrôlement des jeunes Canadiens français et anglais, surtout français d'ailleurs. C'est surtout dans la partie francophone que le mouvement est important. Tout à fait. Et quand on voit ce qui s'est passé par exemple à Dieppe, il suffit d'aller voir cette longue plage, et on a débarqué pour tester les résistances allemandes, eh bien écoutez, ça a été un carnage abominable. On peut comprendre effectivement que les mères, les fiancés et les pères n'aient pas voulu que leur enfant puisse partir à cette boucherie, ce qui n'a pas empêché quand même que 60 000 soldats lors de la Deuxième Guerre mondiale et 41 000 soldats ont été tués lors de la Première Guerre mondiale, notamment à Vimy, un énorme bâtiment qui commémore la mémoire. On vient de célébrer la victoire canadienne de Vimy. La victoire canadienne, oui, il y a quand même eu une victoire au prix de 41 000 tués. Qui a coûté très cher, bien sûr. Tout à fait. Pour la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu moins de victimes, mais enfin, il y en a quand même 12 000, ce qui n'est pas rien. Donc ça a été une cassure supplémentaire dans le processus d'unification du Canada. Et comme en Afrique du Sud, je fais un parallèle, entre les populations anglophones et africanaires, pendant longtemps, il y a eu un clivage. Ce clivage en Afrique du Sud s'est estompé parce qu'il y avait la menace démographique noire. Mais au Canada, il n'y avait pas encore de menace démographique venant de l'immigration, et donc il y avait une division très forte entre les anglophones et les francophones. Alors bon, on a eu, je ne sais pas si vous l'avez évoqué, on a eu quand même un certain nombre de personnalités dont les noms ont franchi l'Atlantique. On a le grand écrivain, Louis Hémon, qui a écrit le célèbre roman Maria Chapdelaine. Il y a eu un grand journaliste qui s'appelait Henri Bourassa, qui a créé le journal Le Devoir. Les Bourassa, qui sont une dynastie qui donneront ultérieurement des premiers ministres à la province du Québec. Et nous avons eu aussi l'abbé Lionel Groulx, qui était le penseur de l'idée autonomiste et québécoise, un homme d'église, un grand littérateur et qui était un fervent admirateur de la doctrine de la terre des pères. Et alors là, apparaît un homme qui est né en 1890 et qui est mort en 1959, c'est Maurice Duplessis. Alors Maurice Duplessis, excusez-moi du peu, il est quand même resté au pouvoir à la tête du Québec pendant 23 ans. Qui était ce monsieur ? Eh bien, Maurice Duplessis était un catholique fervent, un grand partisan de l'autonomie québécoise. Il n'est pas allé jusqu'au séparatisme. Il était très nationaliste francophone, défenseur de la langue, des coutumes, des mœurs et des usages du Québec, un peu un conservateur. Et alors, il s'est fait évidemment des ennemis. Pourquoi s'est-il fait des ennemis ? Notamment parce qu'il avait une grande sympathie pour le maréchal Pétain. Notamment, il s'était manifesté pour demander sa grâce et son élargissement. Vous avouerez franchement qu'à l'époque, il y avait de quoi ne pas se
faire des amis, et on l'a traité de réactionnaire, et on l'a qualifié de Salazar québécois. Bien, là c'était la totale. Et ses adversaires qui prendront le pouvoir plus tard, parce que la roue tourne, et ce sont les libéraux qui vont succéder à l'Union nationale. Là, ces libéraux qualifieront toute cette période, les 23 ans de règne de M. Duplessis, de grande noirceur. Voilà, ça vous donne déjà... Les heures les plus sombres de leur histoire. Les heures les plus sombres de leur histoire, vous me le volez. Et donc, suite à cette période, faut bien le dire, assez conservatrice, mais c'était le respect des traditions familiales, c'était l'Église, le poids de l'Église dans la société. Évidemment, il y a un mouvement d'émancipation, et le Parti libéral profite de ces volontés d'émancipation, notamment de la gent féminine, puisque le féminisme pointe son nez, et on assiste à une période dans les années 70, l'émergence de ce qu'on appelle la révolution tranquille. Nous avons fait un écho, Tremblay et moi, au titre de notre bouquin, en utilisant non pas la révolution tranquille, mais le génocide tranquille. Et alors c'est Jean Lesage qui va présider à cette période de mutation, une période de mutation ethnique et démographique. On commence déjà à faire l'ouverture des frontières. Nous arrivons dans des questions d'actualité brûlantes. Le Canada s'ouvre, et alors c'est la période aussi où vous avez monsieur Trudeau père, qui est Premier ministre fédéral. Alors lui, il est bilingue, totalement bilingue, et c'est le libéral libertaire intégral. Et il y a une coïncidence entre le gouvernement libéral québécois et le gouvernement fédéral libéral au niveau canadien. Donc, vous voyez, ça ne va pas dans le bon sens, si je puis dire, des intérêts des Français du Canada. Ils se définissent comme Français du Canada. Et apparaît en 1963, fin des années 60, charnière des années 70, le Front de libération du Québécois, qui est alors là, lui, d'essence révolutionnaire, et qui va passer à l'action, et qui va se manifester notamment en posant des bombes et en assassinant un ministre de l'éducation du gouvernement québécois, M. Pierre Laporte. Là, c'est un choc considérable. Vous avez les mouvements indépendantistes qui se structurent, vous avez le Rassemblement pour l'indépendance nationale, de M. D'Allemagne, de M. Pierre Bourgault, l'Alliance laurentienne de M. Barbeau, etc., etc. Ça va très vite. Et nous avons M. René Lévesque qui crée le Parti québécois et qui va lui demander carrément l'indépendance de sa province. Il obtient la majorité au Parlement, à l'Assemblée nationale québécoise, c'est le nom que s'est donné le Québec pour son appareil législatif, et on assiste au premier référendum qui va être perdu de justesse par uniquement 49,4% de oui et 50,6% de non. Pourquoi ? Il y a une majorité de Québécois francophones qui ont voté pour l'indépendance. Mais la différence, eh bien, ce sont les populations indigènes, les populations autochtones, les Esquimaux, les Indiens, ils ne sont pas très nombreux, les Israélites et les anglophones qui constituent un gros poids, notamment à Montréal, parce qu'il y a la légende de Montréal, deuxième plus grande ville française dans le monde après Paris, c'est du bidon, c'est terminé. Alors, référendum perdu, évidemment, monsieur Lévesque va passer à la trappe, il a des successeurs, et notamment Jacques Parizeau. Jacques Parizeau va tenter, lui, plutôt droitier, alors que monsieur Lévesque était plutôt à gauche. Et Jacques Parizeau va proposer à nouveau un deuxième référendum, en quelques années plus tard, et ce référendum, à nouveau, va être perdu en octobre 1995 par sensiblement le même score. Vous voyez, ça n'avait pas évolué, et évidemment, il va constater que ce pari a été perdu parce que les minorités étaient soudées pour refuser la séparation de la province du Québec. Voilà. Et alors, pour accélérer le mouvement, cette révolution tranquille est une révolution sociétale, totalement sociétale. Elle coïncide un peu avec aussi l'évolution du Canada au niveau fédéral. Encore qu'il y ait un petit coup de machine arrière, puisque vous avez eu Stephen Harper, conservateur, qui a pris le pouvoir, et puis il a été battu par qui ? Il est battu Trudeau. Par le fils de son père, Monsieur Trudeau Junior. Alors Monsieur Trudeau Junior, c'est la copie conforme d'Emmanuel Macron.
Voilà, vous avez parfaitement résumé. Il nous reste 1 minute là. Comment vous pourriez le présenter Écoutez, je voudrais pas assommer le téléspectateur de chiffres, mais on va constater 2 phénomènes. L'effacement de l'Union nationale, qui était un parti nationaliste, autonomiste, catholique, traditionnaliste. En 1970, il recueillait encore 20% des suffrages. En 1973, il en avait encore 18. Et en 1981, 4,6%. Aujourd'hui, il a disparu de la sphère politique. Les francophones sont en baisse partout au Canada. En 1851, les Québécois francophones représentaient 36% de la totalité du Canada. En 1971, ils n'étaient plus que 28%. En 2000, ils ne sont plus, dans les années 2000, que 23%. C'est pour ça que je dis que la Confédération canadienne est une escroquerie politique, parce que le peuple fondateur canadien-français n'a pas sa place, toute sa place dans cette fédération. Marginalisé, oui. Et la solution, c'est évidemment une partition intelligente. Et oui, et c'est pour ça que vous parlez dans votre sous-titre de génocide tranquille à propos de cette population canadienne-française. Bien, merci beaucoup Jean-Claude Rollinat. Je renvoie à votre ouvrage « Le Canada français de Jacques Cartier au génocide tranquille » aux éditions du Alpha. Merci.